Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation et on commence ma partie préférée, celle que je trouve la plus intéressante, mais qui est aussi parfois la plus complexe quand on débute la 3D. C'est tout ce qui est matériaux, textures, shaders, globalement tout le visuel de vos objets. Donc on va y aller petit à petit. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être très basique, un petit peu comme la dernière fois, où on va voir tous les paramètres, toutes les propriétés que vous pouvez indiquer dans le shader de base de Blender pour changer la réflexion, la réfraction, la couleur d'un objet, comment ça se comporte à la lumière, etc. etc. Donc aujourd'hui, ça a du très basique. La prochaine fois, on rentrera déjà dans des détails un petit peu plus avancés sur tout ce qui est taux de métallique, la roughness, comment ça se comporte quand on fait varier la valeur de manière vraiment exponentielle pour voir comment ça va. Et on va y aller crescendo. Au bout d'un moment, on créera des shaders procéduraux de A à Z. On fera de la lave, de la glace, du bois, du métal un petit peu plus avancé. Tout ça, on le fera ensemble. On verra comment traiter des textures que vous pouvez télécharger sur le web ou créer dans d'autres logiciels. On verra comment faire plein de choses de A à Z, comment récupérer des informations, rajouter des surcouches, etc. etc. Vous allez voir, c'est passionnant. Il faut que ça plaise. Je trouve ça passionnant personnellement. Et donc voilà, à chaque fois, j'essaierai également de vous amener un petit peu ce qui se passe techniquement derrière. Vous savez que moi, j'ai plus un profil de 3D technique, donc j'aime bien comprendre ce qu'il y a derrière. Je vous donnerai les informations sans trop rentrer dans les détails. Et si ça vous intéresse, on fera des vidéos un petit peu plus orientées sur la technique des shaders, voir comment c'est traité directement par le logiciel, si jamais ça en intéresse certains d'entre vous. Alors, comment fonctionnent les matériaux dans Blender? On a déjà vu la dernière fois, il vous suffit d'aller ici dans Material, de faire New, et là vous avez un éditeur de matériaux, mais c'est pas ce qu'on va utiliser. Lui, il me plaît pas. Ça, c'est l'ancienne visualisation. Si je change mon outliner en haut à droite et que je me mets en shader editor et que je réduis un petit peu ça, voilà ce que j'ai. C'est la même chose. Ce que j'ai en haut et en bas, c'est littéralement la même chose avec une représentation visuelle différente. Donc la donnée est la même, elle est synchronisée, c'est-à-dire que si je change la base color en haut, vous voyez que ça me le change en bas, et inversement, si je change en bas, ça me change en haut. Donc ça, c'est rassurant. Ça veut dire que Blender, il a plein de données qui stocke en back, donc pas visuellement, et il vous la retranscrit de différentes manières, soit avec un ancien affichage, donc sous forme un petit peu de tableau, soit avec un affichage en haut, et attention à cette notion, elle est importante, vous allez beaucoup l'entendre en 3D, c'est ce qu'on appelle un affichage nodal. Donc un affichage nodal, avec des nodes, on pourrait le traduire par des nœuds. Donc un nœud, c'est quoi? C'est des entrées, un traitement et des sorties, une ou plusieurs sorties. Là, en l'occurrence, on a plusieurs entrées, un traitement et une seule sortie. D'accord? Donc c'est ce système nodal qui va nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus intuitif et de beaucoup plus facile à travailler. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir des shaders, je ne vais pas vous faire peur, mais avec 50, 100 ou 200 nodes, 200 traitements en amont, bah, ça va être beaucoup plus simple de se repérer dans un système nodal que dans un système de tableau qui à chaque fois va prendre une dimension différente. Vous allez vraiment avoir quelque chose de beaucoup compliqué, beaucoup plus compliqué à visualiser, à traiter, à modifier. Le nodal, c'est pas pour rien que c'est utilisé de plus en plus dans tous les logiciels qui ont des processus un petit peu séquentiels de boucles ou autres. C'est parce que c'est la représentation visuelle la plus simple pour ce genre de choses. Et c'est ce qu'on va utiliser du coup pour les matériaux de Blender. Il faut vraiment se forcer à utiliser cet outil-là et pas celui qui est en bas, sauf pour des choses ultra basiques. Changer une couleur, effectivement, on peut le faire là, on n'a pas besoin de passer dans le système nodal. Par contre, dès que je vais vouloir utiliser des textures, les mélanger, rajouter des traitements spécifiques, là, le système nodal va être quand même beaucoup plus intéressant. Alors, j'ai changé la couleur de base. Couleur de base, si je veux la remettre par défaut, petit tips, raccourci clavier, on survole, backspace, il me remet la couleur. Également, je tiens à vous dire que en fond, si je raffiche hop là, ceci, tac, j'ai mis ce qu'on appelle une image HDRI, donc c'est un environnement qui va avoir un impact sur l'éclairage et sur la réflexion de mon objet. Pour le moment, ne vous y intéressez pas forcément, ça on l'a pas vu, on n'a pas fait de vidéo dessus, j'en ferai une par la suite, ne vous inquiétez pas parce que c'est quand même très important, mais voilà, c'était juste pour que ce soit plus clair pour vous, c'est pas obligatoire de comprendre ça dans un premier temps. Donc voilà les propriétés de base du shader de Blender. Alors déjà, trois notions importantes qui parfois sont un petit peu confuses et mélangées par les personnes qui débutent de la 3D. Qu'est-ce qu'un matériel? Qu'est-ce qu'un shader? Qu'est-ce qu'une texture? Certaines personnes, dans leur tête, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir. Vous allez voir, c'est plutôt des contenances. C'est-à-dire qu'un matériel est constitué d'un ou plusieurs shaders. Un shader est constitué de zéro, d'une ou de plusieurs textures.
Et à chaque fois, c'est la compilation, l'interprétation de celle-ci qui vient créer l'information suivante. Par exemple, là, visuellement, j'ai quoi? J'ai un shader et un material. Le material, c'est vraiment la sortie globale, finale, d'interprétation de votre shader. Donc là, j'ai un seul shader, mais je pourrais en avoir plusieurs que je fusionne pour mon material. Donc le material, c'est Blender qui va l'interpréter, le moteur de rendu qui va l'interpréter. Le shader, c'est ni plus ni moins que du code qui se cache derrière. Du code avec des paramétrages, des attributs, qui va définir comment se comporte la lumière, les rebonds, la réflexion, la réfraction sur la surface de mon objet. Donc tous ces paramétrages-là vont avoir une implication, une incidence, vont être compilés, interprétés pour me retranscrire le matériel final. Et je peux définir tous ces paramétrages soit à la main, soit en le drivant par des textures. Donc on va pas encore l'avoir aujourd'hui, mais des textures, c'est soit des images bitmap, soit des séquences vidéo, soit des séquences d'images, soit du procédural avec des algorithmes, etc., etc. Et ça va me rajouter des informations supplémentaires qui vont être interprétées. Donc j'ai des textures interprétées dans mon shader, j'ai mes shaders qui sont interprétés pour créer mon matériau. Donc c'est vraiment une notion séquentielle où on dégrossit au fur et à mesure pour obtenir le rendu final. Mais la sortie, c'est le matériel. Ok? C'est pas le shader, c'est le matériel. Des fois, cette notion prête un petit peu plus à confusion. Ça se comporte un petit peu différemment en fonction des moteurs de rendu, si vous êtes sur du temps réel, si vous êtes sur du précalculé, si c'est du path tracing, si c'est du scattering, etc., etc. Nous, dans le Blender, voilà comme comment ça marche. Et c'est ça dans la plupart des logiciels de 3D. Donc, ceci étant dit, c'était déjà une longue introduction. Mais c'est des bases qu'il vous faut connaître, sinon quand vous allez suivre des tutos ou regarder des documentations, vous n'allez pas comprendre si pour vous un shader c'est une texture. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne et ça va vous prêter à confusion. Donc on va passer en revue très rapidement tous les paramétrages là. Vous dites, bon, il n'y en a pas forcément beaucoup. Moi je vois que ça. Non, parce que chaque fois qu'on défile, vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Donc on va le passer assez rapidement. Comme je disais, après il y aura des vidéos spécifiques par bloc pour que vous puissiez comprendre vraiment ce qui se cache derrière. La base color, c'est tout simplement la couleur de votre objet. Alors là aussi, base color, diffuse, albedo, trois termes qui signifient plus ou moins la même chose, pas tout à fait pareil, mais en fonction des logiciels, le résultat sera globalement le même. Dans Blender, on parle de base color. Des fois, on va parler de diffuse. Des fois, on va parler d'albedo. Albedo, c'est le plus juste, physiquement. Il existe même dans la vraie vie des éléments qui vous permettent de prendre un objet, de le pointer et de calculer l'albédo, c'est-à-dire quelle couleur est retranscrise et retransmise et rebondit sur l'objet. Ok, donc ça c'est l'albédo, c'est la couleur de base. Donc nous dans Blender on appelle ça la base color. Donc une fois que vous avez la base color, par exemple on va faire une sorte de jaune comme ça. Vous avez ensuite plusieurs paramétrages physiques. Vous remarquez juste une petite chose, c'est que là je peux changer ma couleur en RGB. Donc il y a le RGB, le Hue Saturation Value, l'hexadécimal. Quand vous débutez, vous pouvez travailler avec la palette qu'il y a ici et la petite tirette qui est à droite pour foncer ou éclaircir. Foncer, ça se dit oui, pour rendre plus foncé ou pour éclaircir votre couleur, tout simplement. Vous avez sinon en bas le RGB Hue Saturation Value hexadécimal comme je viens de dire. Et donc là, c'est une valeur RGB, c'est une couleur. Donc quand Blender atteint une couleur, son code couleur, c'est quoi? C'est une pastille jaune. Quand il atteint une valeur numérique, c'est une pastille grise. Quand il atteint notre type de valeur, on va pas le voir aujourd'hui systématiquement, c'est une pastille bleue. Donc là, c'est des vecteurs en fait. C'est qu'il attend trois valeurs, x, y, z. Notion un petit peu plus avancée, vous inquiétez pas. Donc là, j'ai changé ma couleur de base. Je vais faire quelque chose qui ressemble à ceci. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle le métallique, le taux de métal, le metalness. Donc allant entre 0 et 1. La Blender, également pour vos connaissances un petit peu plus techniques, il atteint ce qu'on appelle un float. Vous voyez, on le voit en bas à gauche du carré. Un float, pour ceux qui ont déjà fait du développement, de la programmation, de l'informatique, vous savez ce que c'est. C'est une virgule flottante, donc c'est une valeur avec une virgule. C'est-à-dire que là, je pourrais taper 0,45, par exemple. Il va me le prendre. Je pourrais même dépasser le 1, qui par défaut est proposé par Blender. Je pourrais mettre 5. Valeur aberrante. Donc vous, par défaut, quand vous commencez, cantonnez-vous à ce qui est proposé par Blender sur le minimum et le maximum. Là, on comprend très bien que Blender, il atteint une valeur allant entre 0 à 1. Vous amusez pas à mettre du négatif, vous amusez pas à mettre 78, ça servira à rien, vous allez obtenir des résultats qui physiquement sont incohérents. Pourquoi? Parce que je rappelle que le but en 3D, quand on va faire quelque chose de réaliste, j'insiste bien sur ça, notre objectif, c'est de simuler un comportement physique de surface, de rebond de lumière, pour avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible de ce qu'on a dans la vraie vie. Donc,
Là, je suis en moteur de rendu Cycles. C'est ce qu'on appelle un moteur de rendu fast tracing. Donc, il va lancer des rayons de lumière. Et donc, le but, c'est de simuler le comportement qu'on a dans la vraie vie de lumière pour obtenir visuellement quelque chose qui se rapproche de ce qu'on aurait eu dans la vraie vie. Donc, si je veux du métal, je vais augmenter le taux de métallique. Et là, vous remarquez déjà un petit quelque chose. On commence à hériter un petit peu des réflexions de l'environnement qui est autour. Environnement qui ressemble, je vous le rappelle, à ceci. Et on commence à avoir des influences de mon environnement. Donc je vais un petit peu le laisser afficher pour que vous puissiez voir. Mais là, par défaut, Blender, malgré le fait qu'on lui ait dit que cet objet soit 100% métallique, il étale un petit peu mes réflexions. Pourquoi il étale mes réflexions? Et ça, c'est une autre valeur. En plus du taux de métallique, j'ai une valeur qui s'appelle la roughness, qu'on pourrait traduire par rugosité, qui va étaler plus ou moins les reflets de mes réflexions en fonction de la valeur qu'on va mettre. Donc une roughness de 1 va indiquer au logiciel qu'il étale à 100% mes réflexions. Du coup, j'ai vraiment quelque chose ultra mat, je perds mon côté métallique. Une valeur de plus en plus petite, par exemple de 0, va avoir des réflexions de plus en plus nettes, vous voyez, jusqu'à obtenir quelque chose qui ressemble à un miroir ou à du chrome. Donc là, j'ai vraiment une réflexion ultra nette, à 100%, très très sharp, qui va réfléchir tout l'environnement qui est présent autour de mon objet. Alors là, on parle d'environnement, mais si je mets un autre objet 3D, par exemple ceci, Blender également va me le réfléchir. Donc c'est pas que l'environnement, c'est tous les éléments qui est autour. Donc ça, c'est ultra important à comprendre. En 3D, on évite au maximum d'utiliser des valeurs absolues, des valeurs extrêmes. Par exemple, le Metallic à 1 et une roughness à 0, c'est très très rare. Sauf si vous voulez faire un chrome ultra lisse, ultra brossé ou un miroir. La plupart du temps, on va plus sur des valeurs, par exemple à 0,01, voilà, ou 0,05 même. Et ça va venir étaler un petit peu mes réflexions tout en ayant quelque chose de quand même relativement sharp. Et vous voyez que déjà sur les lumières, on a un effet, pas de bokeh, mais un effet un petit peu d'étalement qu'on n'aurait pas ici. On a quelque chose de très sharp. Donc c'est à vous de jouer sur cette valeur-là. Et voilà comment ça se comporte. Chose importante également à comprendre sur le métallique, et qu'on verra plus tard, c'est que lui, il va beaucoup hériter de la couleur qu'il y a autour de mon objet. Si je mets ma base color blanc, vous voyez que là, à 100%, mon taux de métallique, en fait, il vient absorber toutes les couleurs qui y a autour. Si je mets une couleur qui se rapproche du rouge ou du rose, vous voyez, j'ai bien mes reflets rouges de ma sphère. Par contre, si je prends une autre couleur primaire qui n'est pas constituée de rouge, par exemple mon vert, vous voyez que ma sphère qui était rouge, elle va être représentée en noir. Parce qu'il ne peut pas absorber et reprojeter une couleur qui par défaut n'est pas constituée de ces éléments-là. Je veux refléter du rouge, mais j'ai que du vert, j'ai pas d'information de rouge. Donc ça, c'est plus de la théorie des couleurs et tout, mais bon, c'est normal, si jamais vous voyez que dans la réflexion, vous perdez des couleurs, c'est que l'élément de base n'est pas constitué de cette couleur-là. Je vais le remettre, par exemple, hop là. Je pourrais mettre du métal noir, et du coup, là, il absorberait un petit peu tout. Je le remets à blanc, pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci, qui reflète un petit peu tout. Si je baisse ma métallique, mais que je garde une roughness à 0, vous voyez que j'ai quand même des réflexions qui vont s'effectuer. J'ai un effet un petit peu plus comment dire, un plastique mouillé ou un plastique très lustré, un plastique qui va refléter également des éléments. Donc vous voyez qu'il y a des accroches, ce qu'on appelle de spéculaires, donc des reflets, des accroches des rebonds de lumière d'environnement qui vont également me refléter tout ce qu'il y a autour. Donc ça également, ça peut être intéressant. Et là, vous voyez que le rouge est beaucoup moins présent dans mon objet, alors que dès que j'augmente le métallique, on le voit beaucoup plus. Donc c'est ça la grande différence avec un taux de métallique ou pas de métallique. Là, il faut se dire que sans métallique, mais avec une roughness à 0, j'ai une sorte de plastique qui réfléchit tout ce qui est autour, mais de manière beaucoup moins prononcée que du métallique. Ça, on fera une vidéo, je pense que ce sera la prochaine, vraiment basée sur le métallique et la roughness. Donc ces deux valeurs sont étroitement liées. Je vais remettre un petit peu les valeurs par défaut, à savoir 0,5. Ok, donc là j'ai quelque chose, un plastique mat de base, un shader classique. Ensuite j'ai l'IOR. Alors l'IOR, si ça tenait qu'à moi, je ne l'aurais pas forcément mis ici, parce qu'il est totalement dépendant de d'autres paramétrages. L'IOR, ça signifie Indice of Refraction, c'est-à-dire que c'est un indice qui va vous indiquer, quand un rayon de lumière passe à travers votre objet, de quelle manière il doit réfléchir. Mais pour qu'il passe à travers un objet, on va devoir lui indiquer qu'il doit le faire, et c'est pas encore maintenant qu'on va le voir, c'est juste après, vous allez voir. On a l'alpha, donc l'alpha c'est l'opacité de votre objet, donc ça c'est classique. On l'utilise très rarement parce que l'inconvénient de l'alpha, c'est qu'il va baisser l'opacité, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas. Désolé de vous le dire. Bon, sauf si vous avez vu des fantômes, mais globalement, ça, on ne l'a pas. Dans la vraie vie, souvent, on a des vitres qui laissent passer de la lumière, on a des substances translucides,
peu transparentes, comme des liquides, comme de l'eau ou autre. Mais ça, c'est extrêmement rare. On va des fois l'utiliser pour tricher, parce que je vous ai dit qu'on va simuler des comportements physiques, mais on est sur un ordinateur, on est sur un logiciel qui calcule des rebonds de lumière. Donc des fois, on va devoir tricher des comportements pour nous rapprocher de ce qui peut exister dans la vraie vie. Donc moi, je vais remettre une alpha à 1 parce que mon objet est 100% opaque. On a ensuite ce qu'on appelle la normale. Alors la normale, on fera vraiment une vidéo dédiée à ça. Mais globalement, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous permettre de rajouter des informations de variation de surface sur un objet. Par exemple, ceci, uniquement avec une texture. Donc là, je n'ai pas changé du tout la topologie de mon objet. La topo reste exactement la même, je n'ai pas rajouté de détails. Pourtant, on a un fameux effet cabossé. Pourquoi ça s'appelle normal? Si vous avez bien suivi les vidéos précédentes, on a des vecteurs perpendiculaires à toutes mes faces, par défaut présents dans Blender et dans tout logiciel de 3D qui indique l'orientation de mes faces. Là, en fait, je viens changer cette orientation de manière dynamique avec une texture. Donc texture ici qui ressemble à ceci. Donc ça, c'est des notions avancées, vous inquiétez pas, on le verra par la suite. C'est juste pour vous expliquer un petit peu la base et que vous ne restez pas sur votre fin en vous disant bah, je sais pas ce que c'est la normale. Mais en gros, ces fameux vecteurs qui sont perpendiculaires par défaut, je vais les faire varier sur ma surface. Et du coup, quand mon rayon lumineux va arriver, il ne va pas rebondir de la même manière si j'ai quelque chose comme ça, de normal. Et si j'ai quelque chose ondulé, mais il va bien faire plein de petites variations comme on a ici. Donc ça, c'est la normale, vous inquiétez pas. Et là, vous voyez, représentation nodale, beaucoup plus explicite. Si je regarde ma représentation qui est ici, ma normale, ok, là il m'a créé un petit truc, une petite flèche, je peux cliquer là, on n'y comprend pas grand chose. C'est vraiment vous voyez, des tableaux à plusieurs dimensions. Osez me dire que vous comprenez mieux avec cette représentation qu'avec la nodale qui est en haut. C'est pas possible. Là, c'est vraiment beaucoup plus visuel, on voit les traitements, les entrées, les sorties. Donc je vais supprimer tout ça, mais voilà, vous avez compris ce que c'était une représentation nodale, déjà, et qu'est-ce que la normale? La normale fait varier les normales à la surface d'un objet. On a ensuite le subsurface. Le subsurface, c'est quoi? Subsurface, qu'on appelle des fois SSS, Subsurface Scattering, c'est tout simplement un rayon de lumière qui va rentrer dans une surface. Donc imaginons que là, j'ai une surface qui a une certaine épaisseur. J'ai mon rayon de lumière qui arrive. Il va rentrer à l'intérieur, il va faire ce qu'on appelle du scattering, et il va éventuellement ressortir hop là, de ce côté ou de l'autre, ça dépend en fonction du rayon que vous avez défini. Donc c'est vraiment un rayon qui va passer à travers une surface avec un certain rayon, donc zone d'effet, avec une certaine absorption en fonction du RGB, on va voir ça ensemble, et ressortir de l'autre côté. Là, c'est pas forcément explicite. L'exemple le plus simple, c'est quoi? C'est quand vous prenez une source de lumière que vous mettez derrière votre oreille ou derrière votre peau, vous avez une sorte de rouge qui apparaît. Vous voyez, en surbrillance. Pareil pour les oreilles. Ça, on va pouvoir le simuler en 3D. C'est ce qu'on utilise la plupart du temps quand on fait des peaux de personnages, quand on fait du marbre, quand on fait de la cire pour une bougie. C'est tout ça. C'est vraiment une sorte de translucence, de translucidité, je crois que ça se dit en français, d'absorption de lumière d'un objet qui va être concaténé dans une surface et qui va ressortir. Donc, concrètement, comment ça marche? Je vais à nouveau mettre du transparent, sinon ça va un petit peu me perturber. Je vais rajouter une light, donc un éclairage derrière l'oreille de mon singe pour vous montrer un petit peu comment ça va se comporter. Je vais la mettre juste ici par exemple. Je prends ma tête de singe. Je vais subsurface. J'augmente le weight, donc l'influence de mon SSS. Et là, c'est parfait, c'est gagné. Vous voyez ce qui se passe là? Ce qui se passe là, c'est tout simplement Blender qui arrive à calculer en temps réel des rayons lumineux qui vont rentrer dans ma surface, ressortir de l'autre côté, hein, parce que là on est vraiment de l'autre côté comparé à la lumière. Donc déjà ça donne un potentiel de transmission de lumière à travers un élément, tout en ayant une influence de couleur. Donc là vous voyez par défaut, on a déjà un paramétrage qui ressemble un petit peu à de la peau, c'est-à-dire qu'on va laisser passer plus le rouge que les autres couleurs. Comment je sais que je laisse passer plus le rouge? On a ces valeurs-là qui sont pastille bleue. Souvenez-vous, pastille bleue, c'est un vecteur, donc X, Y, Z en 3D. On a le X, Y, Z qui est représenté et interprété en RGB, donc Red, Green, Blue, donc rouge, vert, bleu. C'est pour ça que j'ai plus de rouge qui passe. C'est les paramètres par défaut parce que souvent, 90% du temps, on utilise ça pour faire de la peau. Donc si je mets tout à 1, vous allez voir que je vais avoir quelque chose de blanc. Si j'augmente mon vert, je vais avoir du vert qui va passer à travers. D'accord?
Donc par défaut, on a plus de rouge, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. Et on a également le scale. Le scale, c'est le rayon d'influence de mon SSS. Donc plus je vais le rétrécir, plus ma lumière va être concentrée derrière ma source lumineuse. Et plus je vais l'élargir, plus ça va avoir un effet de cire. Vous voyez que là, la transmission de lumière s'arrête ici. Alors faites pas attention aux yeux. Normalement, on a des masques pour définir les endroits. Et là, le mesh est pas fermé, donc ça fait un petit peu bugger le logiciel. C'est totalement normal. Si j'augmente l'échelle, ma transmission, mon scattering, donc mes rebonds de lumière, vont être beaucoup plus larges. Et du coup, on va obtenir en fait un effet un petit peu plus de cire, comme on aurait sur une bougie. Regardez. Tac, ça augmente, ça augmente. Et là, on l'a un petit peu partout, ma transmission. C'est vraiment scatter dans l'intégralité de mon objet. Donc, on n'a plus le même résultat. Là, ce serait vraiment, quand on fait des bougies, on utilise cette technique-là également pour simuler l'absorption de la cire. Donc ça, c'était pour le SSS, je peux le remettre à 0. Ok. Et vous voyez que, par défaut, ma lumière passe pas à travers l'objet, ce qui est totalement normal. Donc c'était pour le Subsurface Scattering. Retenez ce mot parce que souvent, on va parler de SSS quand on dit l'abréviation, c'est ce qui est le plus utilisé. Alors faites pas attention à tout ce qui est anisotropie dans un premier temps. Random Walk, c'est un algorithme, il y en a plusieurs. C'est des notions, une fois avancées. Déjà, si vous avez un petit peu retenu tout ce qu'on a dit là, c'est super. La spéculaire. Le spéculaire, en 3D, c'est quoi? Ce sont les reflets. Les reflets, il y en a de plusieurs sortes. Imaginons que je remette du métallique, qui est juste ici, et que je baisse un petit peu la roughness. On a d'abord la teinte. La teinte, c'est quoi? C'est la couleur de mes reflets. Si je mets du vert, vous voyez que mes reflets vont être un petit peu verts. On ne le voit pas forcément si je ne mets pas de métallique. Bon, on le voit un petit peu ici quand même, mais c'est plus explicite avec du métallique. Par défaut, Blender, il réfléchit en fonction de la couleur de la lumière, etc. etc. Là, je peux forcer physiquement à lui dire, mais cet objet-là, quand il a des réflexions, tu me teintes ces réflexions, soit en vert, soit en bleu, soit en rouge. Voilà, le vert, c'est celui qu'on voit le mieux. Quand on a du métallique, on le voit d'autant plus parce que les réflexions, elles sont tout autour de notre objet, donc c'est quand même cool. On a les fameux anisotropie et anisotropie rotation. Alors là, je ne vais pas forcément vous le montrer sur la tête de singe, parce que vous n'allez pas forcément comprendre, c'est pas forcément explicite. Si j'augmente l'anisotropie, voilà ce qui se passe. En gros, ça, c'est ce qu'on utilise pour faire des sortes de métaux brossés. Des poils, par exemple, des disques, des CD, des trucs comme ça. Imaginons que j'ai un objet qui ressemble à ça, je me mets en mode rendu, je reprends exactement à celui-ci, ce shader-là. Si je fais de l'anisotropie, vous voyez ce qu'on a ici? C'est littéralement ce qu'on a sur les dessous d'éléments qui ont des micro-détails, des micro-rainures pour faire des réflexions comme ceci. Donc le dessous d'une poêle, ou d'une casserole, ou d'un élément comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez forcément vu ça déjà dans votre vie. Donc ça, c'est le taux d'anisotropie qui marche du coup en corrélation avec le métallique, parce que si je baisse le métallique, ben, on le voit, mais c'est pas forcément visuel. On a très peu d'objets en plastique qui reflètent des éléments de cette manière-là, donc souvent on a du métallique, et la roughness permet d'avoir quelque chose plus ou moins défini. Si je le mets à 0, ça perd un petit peu de son sens parce que avec une roughness à 0 et du métallique à 1, on n'a plus vraiment de réflexions qui sont étalées. Donc voilà comment on peut le gérer, et on a l'anisotropie rotation qui permet de faire tourner la manière dont l'anisotropie va être définie. Donc là aussi c'est une simulation, parce que dans la vraie vie ça se comporte comme ça, parce qu'on a des micro-éléments qui permettent au rayon lumineux d'être réfléchis de telle manière. Mais ce serait trop lourd en 3D de faire vraiment des micro-gravures pour faire ça, donc on le simule avec ce qu'on appelle l'anisotropie. Donc on a également la tangente, donc ça aussi c'est un vecteur qui vient driver ce paramétrage-là, avec du coup control the tangent direction for anisotropy, c'est la manière dont l'anisotropie a sa tangente. Bref, notion avancée, ne vous inquiétez pas, ça, on s'en fiche. Donc, je remets mon anisotropie à 0 avec un backspace, comme ça j'ai mes paramétrages par défaut, métallique à 0. Ensuite, j'ai une notion ultra intéressante, c'est la transmission. Transmission, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de dire en Blender qu'un élément va passer à travers. Souvenez-vous, le SSS, c'est j'ai un rayon lumineux, ça scatter, tac, 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 ça ressort. Ok? Ça, c'est le SSS, le Subsurface Scattering. La transmission, c'est pareil. Transmission, sauf qu'on n'a pas la notion de scattering. J'ai un rayon qui va arriver, ok, qui va passer à travers mon objet et qui va être réfléchi selon un certain angle. Cet angle-là, il est défini par ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'IOR. Alors c'est pas vraiment un angle, c'est un indice de réfraction. Alors c'est des calculs à base de arctangente, de sinus, de cosinus moins 1 et tout. On va pas voir ça aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des propriétés physiques. Donc si vous avez quelque chose qui ressemble à ceci,
mais physiquement, quand vous allez avoir des rayons lumineux qui vont arriver, ben, ils vont converger vers un point. Et inversement, si vous avez quelque chose qui ressemble à ceci, quand vous avez des rayons physiques qui vont, hop là, arriver comme ceci, ben, ils vont éventuellement diverger. D'accord? Donc ça, c'est les propriétés. Si vous avez vu tout ce qui est laser, lumière et tout, voilà comment ça se passe. Mais nous, on va pouvoir, une fois de plus, tricher et un petit peu orienter ces rayons lumineux en fonction des surfaces, en fonction des comportements. Parce que dans la vraie vie, quand vous avez une lumière qui passe à travers une vitre, elle ne se comporte pas de la même manière qu'une lumière qui passe à travers de l'eau, par exemple. Donc là, concrètement, si je prends ma transmission et que je l'augmente, vous voyez que petit à petit, je vois à travers mon objet. Là, il est semi-opaque, c'est un petit peu fumé, et je le mets là, je vois littéralement à travers mon objet. Et là aussi, cette valeur-là, elle est liée à autre chose. Elle est liée également à ma roughness. La roughness représente la rugosité de mon objet. Donc si je mets du métal, je peux définir la manière dont les reflets du métal vont être impactés. Si je ne mets pas de métal, la manière dont mes reflets globaux vont être impactés. Si je mets de la transmission, c'est la manière dont ma réfraction globale va être impactée. C'est la même chose. Si j'augmente ça, je vais avoir quelque chose de plus en plus fumé jusqu'à l'étaler au maximum. Et si je la baisse, c'est exactement le même principe que le métallique. Je vais avoir quelque chose qui laisse passer en 100% mes éléments. Alors là, c'est exactement comme tout à l'heure. On évite de mettre du 0 brut. Souvent, on met du 0,05 ou des trucs comme ça pour une vitre ultra clean. On peut rajouter des détails par-dessus, bien évidemment. Et là, l'avantage, c'est que si je mets derrière une sphère, je vais physiquement voir, vous voyez, ma réflexion, hop là, qui est calculée en temps réel. Donc là, c'est des vrais rebonds de lumière. Donc c'est cool parce que j'ai vraiment une déformation en fonction de la surface de mon objet, exactement comme le schéma que j'ai ici. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et également, j'ai mon fameux IOR qui permet de driver un petit peu plus ça. Ce qu'il faut retenir, donc il y a des sites pour ça, avec plein de bases de données. Si vous tapez IOR glace, vous allez trouver les paramétrages des vitres, du verre. Si vous tapez IOR water, vous avez trouvé. Les deux à retenir, globalement, on l'utilise pour des vitres et pour de l'eau. Les vitres, c'est entre 1.45 et 1.55 en valeur d'IOR. L'eau, c'est 1.33. Donc là, si je mets 1.33, je vais plus avoir un comportement d'eau. Donc vous voyez, la réfraction ne se fait pas de la même manière. Qu'est-ce qui se passe si je mets une IOR à 1? Si je mets une IOR à 1, je vais dire à Blender, quelle que soit la surface que tu as, donc là en théorie je suis censé avoir des rebonds qui font comme ça, quelle que soit la surface que tu as, l'IOR n'a aucun impact sur la réfraction, donc quand tu arrives sur une surface, tu fais du tout droit. Donc il va faire ça. Ce qui physiquement n'est pas juste, mais ce qui va donner du coup, là vous voyez, j'ai vraiment une déformation de mes rayons. Si je vais ici et que je mets un IOR à 1, voilà ce qui se passe. Je vois totalement à travers une projection toute droite. Donc c'est pas cohérent. Et si j'augmente un petit peu, vous voyez qu'on va retrouver un petit peu les volumes qui vont apparaître. Mais une IOR à 1, ça permet de dire à Blender, je n'ai aucune déformation de mes rayons lumineux. Donc c'est pas pertinent, mais c'est pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà comment ça marche. La transmission, c'est le côté un petit peu de verre. Et je peux mélanger plusieurs informations. Je pourrais mettre de la transmission avec du métallique et tout. Si jamais vous voulez faire des trucs un petit peu plus poussés, mais ça vous verrez qu'on va le voir au fur et à mesure. D'abord, il faut comprendre les bases individuelles de chaque paramètre, et vous verrez. Et vous remarquez que la roughness, elle est quand même au centre un petit peu de tout. C'est la plateforme tournante, et ça va driver plein d'informations de paramétrage différents, donc ça c'est cool. Ensuite, on a le coat. Alors, je vais remettre une roughness à 0,5. Le coat, il est assez difficile à expliquer parce que ça se rapproche quand même globalement d'une roughness à 0, mais c'est une sorte de surcouche, un vernis. Si je mets du coat et que je l'augmente, vous voyez que j'ai une surcouche qui est rajoutée par-dessous. J'ai sa propre valeur de roughness. Et ça me permettrait par exemple d'avoir une roughness spécifique dessous pour avoir certains reflets étalés. Voilà, par exemple comme ça. Tac. Et par-dessus, avoir un vernis qui est rajouté. Donc ça, c'est vraiment une surcouche. Donc là, pareil, il y a une notion de teinte. Si vraiment vous voulez avoir une teinte de reflet par-dessus, ça, c'est ce qu'on peut utiliser par exemple pour faire des peintures métalliques de voiture. On peut utiliser éventuellement du coat parce qu'on a d'abord une peinture métallique et après par-dessus, on a une surcouche. Par exemple, un truc qui ressemble à ça, une surcouche de vernis. Donc ça, il faut vraiment voir ça comme un layer supplémentaire. Une notion un petit peu plus avancée qu'on utilise pas 100% du temps, mais qui est intéressant quand même de connaître et de comprendre. On a ensuite le sheen. Alors le sheen, c'est quoi? Pour vous montrer ça, je vais être obligé de modéliser ultra rapidement un tissu.
Tac. Donc je vais passer. Faites pas attention à tout ce que je fais. C'est des trucs qu'on n'a pas encore vus, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se comporte. Le sheen, c'est vraiment un paramétrage spécifique fait pour les tissus. Donc on est obligé d'avoir des petites variations comme ça pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et en gros, je fais new, tac. Ça va simuler des micro-détails sur les courbures de vos éléments. Bon, ma phrase veut un petit peu rien dire, vous allez voir. J'aime bien dire une image vaut mieux que 1000 mots. Si j'augmente ici le poids et que je mets une teinte par exemple en vert, vous voyez que sur toutes mes bordures, on a ce fameux vert qui apparaît. Alors si je laisse ça blanc, il faudrait que par défaut j'ai une couleur. Donc imaginons qu'on a un tissu bleu. Vous voyez ce que ça fait si je mets à 0? Mes réflexions vont avoir aucun impact sur les courbures. Là, on a l'impression qu'on a comme un duvet ou du micro-détail qui est là sur, comme du velours. Le velours réagit comme ça, par exemple, parce qu'on a plein de mini-particules. Et plutôt que faire des vraies particules, on va utiliser le sheen pour simuler ça. On a la roughness pour étaler plus ou moins ses réflexions. On a le weight qui est le poids, donc l'importance de ce sheen. Et on a ceci qui pourrait dire, par exemple, mais sur toutes mes réflexions, j'ai des particules un petit peu plus vertes, ou j'ai le même bleu que tout à l'heure, en plus ou moins foncé, par exemple. Donc je pourrais avoir quelque chose d'un petit peu plus clair pour highlighter un petit peu mes variations. Donc ça va vraiment simuler du micro-détail du tissu sur mes éléments. Donc c'est le sheen, on l'utilise pour des tissus, pour des vêtements, pour du velours, pour des choses comme ça. On a l'émission très simple à comprendre, c'est pour émettre de la lumière. Donc là, je prends ça, j'augmente, je mets par exemple en vert. Donc si je veux faire ce qu'on appelle un mesh light, donc c'est un mesh qui va émettre de la lumière, si je coupe par exemple, hop là, la force de mon environnement, ça va permettre à un objet de se comporter comme une lumière. Ça peut être utile si je fais, je sais pas moi, une luciole, si je fais une LED sur un objet. Voilà, je peux faire plein de trucs et je peux utiliser des textures pour driver ça. Je pourrais faire un dégradé, pour un sabre laser, pour plein de trucs. Vous voyez, un sabre laser, on va pas mettre une light qui est par-dessus le lab laser, mais c'est directement mon maillage qui va émettre de la lumière. C'est grâce à ceci, je peux changer la couleur et l'intensité. Thin Film, c'est quelque chose qu'on va pas forcément voir aujourd'hui. C'est quelque chose qui a été rajouté dans les dernières versions de Blender, mais il faudrait des notions un petit peu plus avancées pour avoir quelque chose de concluant. En gros, ça vous permet de simuler des épaisseurs très très fines pour faire des bulles ou autres, par exemple. Ou, vous voyez, avec une thickness et une épaisseur, si je mets une roughness à 0, on va pouvoir obtenir des résultats un petit peu différents. Voilà, sur certaines couleurs, vous voyez, qui vont apparaître de manière différente en fonction de l'épaisseur qu'on met ici. Mais c'est pas, vous voyez, c'est pas forcément quelque chose d'ultra représentatif, mais en gros, c'est pour simuler des micro-épaisseurs sur des objets. Donc pour faire des bulles de savon, pour faire des choses comme ça. Le Thin Film. Ok? Donc voilà, c'est assez costaud. On a vu toute la partie Principal BSDF, qui est le shader de base de Blender. Beaucoup d'informations. Maintenant, on va rentrer petit à petit dans les détails pour avoir des notions de plus en plus avancées et pour créer vos propres shaders. On va faire de la lave, du bois, plein de trucs un peu procéduraux. J'ai plein d'idées de TP en tête pour faire des exercices de A à Z, donc ça peut être vraiment cool, je pense. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Comme d'habitude, le Discord reste à disposition pour les questions. Vous pouvez également venir poser vos questions sur Twitch. Je fais des lives tous les dimanches soirs sur la 3D et toute la semaine sur du gaming. Ça, je sais que ça en intéresse beaucoup moins. Mais sur la 3D, le dimanche soir, on fait des sessions de questions-réponses. Vous venez me poser vos questions en direct et j'y réponds. Ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on parle de shader. Je trouve ça ultra passionnant. Moi, j'adore cette partie-là. Si vous avez des questions un petit peu plus techniques, que je ne montre pas forcément en vidéo, mais sur comment mathématiquement sont calculés les trucs de rayons et tout, c'est avec plaisir. Si vous voulez plus d'informations dessus, je sais que ça m'intéresse un petit peu moins, qui sont plus orientés artistiques et qui du coup se focus plus sur la représentation visuelle que sur ce qui se cache derrière un petit peu sous le capot. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et la prochaine fois, on verra des notions plus avancées de metallic roughness. On verra vraiment comment les variations impactent l'environnement et mes objets. Et ensuite, on commencera en travaillant avec des textures ou autres. Vous allez voir, ça va être sympa. Je vous souhaite à tous un bon apprentissage, un bon Blender, et à la prochaine. Ciao, ciao.